Bonjour, chers francophones, je suis le bonimenteur français. Je suis ici pour vous parler du cinéma français de A à Z. Dites-moi, est-ce que vous avez toujours voulu savoir quel était votre animal totem protecteur? Parce que je viens de tester ça sur animaltotem.com où tu mets juste 50 balles et ça te met « Merci, sale pigeon ». Ça veut dire que c'est ça, mon animal totem? Cet animal flamboyant qui survole les horizons et va chier sur les passants? Je ne crois pas que ce soit ça. Je pense que tu t'es vraiment fait pigeonner là. Tais-toi, malandrin, c'est mon symbole, car comme disait un certain poète sur cet animal soyeux. Pigeon, oiseau à la grise robe, dans l'enfer des villes, à mon regard tu te dérobes. Tu es vraiment le plus agile. C'est ainsi que je vais vous présenter un film sur ce domaine où on nous présente un homme qui atteint bien sa cible. Donc, Animal Totem de Benoît Delépine. Benoît Delépine a d'abord passé des années de jeunesse et d'adolescence tranquilles jusqu'à ce qu'il découvre la comédie à travers les sketchs de Pierre Desproges, Daniel Prévost et d'autres. Donc après une prépa de la HEC, oui, il vient de loin, il aura pu entrer dans une troupe de théâtre et découvrir le monde du journalisme pour proposer son propre journal étudiant qui se nommait Fac Off dans les années 80. vous voyez la subtilité du titre. C'est une immense supercherie en fait, totalement. Malheureusement, ça a fait faillite et il avait des dettes à rembourser à peine 20 ans. Je me retrouve avec 200 000 francs à l'époque de dette. Pour commencer, c'était pas terrible. Après, il a bien réussi à rebondir. Il ira sur Paris pour faire de la publicité et il aura rencontré un journaliste peu connu qui s'appelait Thierry Ardisson pour qu'il bosse dans son journal. Et comme ça, vu qu'Hardy travaillait sur la nouvelle chaîne du moment Canal+, il avait un moyen d'entrer dans le milieu de la télévision en tant qu'auteur. Il a donc pu faire partie des grands artisans de cette boîte à l'écriture en créant les textes des Guignols de l'info avec en compagnie Jean-François Alain et Bruno Gassio entre 1988 et 1996. Et d'autres auteurs viendront dans cette émission. Ensuite, avec ce succès télévisuel conséquent, Delépine a voulu aller plus loin dans l'insolite en proposant son propre pays fictif accompagné de Christophe Salengro et présenté par Moustique pour le monde du Groland. Une docu-fiction qui parodie encore plus que les Guignols l'actualité et la société française en allant souvent très loin dans son délire. Et que, en fait, c'est pas si con que ça ce qu'il y a dans Groland. C'est même très triste maintenant. D'ailleurs, c'est la dernière émission punk qui a encore l'esprit Canal et arrive encore à passer sur Canal+, dans l'ère Bolloré. C'est pas parce que les gags étaient tellement barrés que le gars n'a pas compris le double sens. Possible. Et dans ce journal humoristique, il aura créé un personnage à part entière de l'émission avec Michael Keel. Donc après avoir écrit un court-métrage avec Christophe Smith pour À l'arraché, il sortira un film, toujours avec le même réalisateur, sur son personnage de Groland avec Michael Keel contre la World News Company. C'est lui qu'ils ont choisi pour couvrir la manipulation la plus importante de ces 100 000 dernières années. Michael Curl contre la World News Company. Sorti le 18 février. À force de nous prendre pour des cons, ils en ont choisi un vrai. Malheureusement, ce fut un échec critique et commercial, malgré un sujet intéressant sur la critique des médias et de la désinformation. Dommage que l'humour ne soit pas plus piquant. Puis sortir quelques semaines après Titanic, j'avoue que c'était pas un bon mood. Encore une nouvelle dette à rembourser. C'est comme ça qu'il retournera dans le monde grolandais et qu'il oubliera cet accident industriel. Et fort heureusement, au fil des épisodes, il rencontrera son véritable compère du nom de Gustave Kervern, où ils proposeront un cinéma bien plus corrosif de ce qu'il a fait avant. Et ça commencera en 2004 avec Altra. Ce n'était sûrement pas un grand succès sur un film avec peu de moyens, mais on peut y voir un cinéma qui se défilera au fil de leur collaboration pendant presque une vingtaine d'années, avec une envie de présenter la France profonde, de montrer des personnages atypiques et rebelles, de nous offrir un humour très burlesque et aseptisé pour que dans une bonne partie de leur filmographie, ils montrent l'importance du voyage. Le Grolandverse est né. Ils auront au total proposé 10 films assez improbables et insolites du cinéma français en obtenant des prix prestigieux, malgré le fait que le public avait souvent du mal à apprécier à leur juste valeur leur métrage. Et je peux comprendre, hein, j'ai montré à ma mère Mammouth et je crois qu'elle m'en veut encore de lui avoir montré ce film. Ah oui,
la séquence de la branlette, j'avoue. Mais après une longue collaboration, ils se sépareront à temps. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait un projet de film qui s'appelait Dada, et qui était, enfin, je trouve, superbe, mais qui n'a pas pu se faire pour des raisons d'argent. Enfin, il a manqué une partie du budget, puis notre productrice n'a jamais réussi à trouver. Donc, après 2 ans de travail, 2 ans même de répétition, avec Catherine Deneuve, des lectures, etc., on s'est retrouvé avec zéro. Donc, on s'est un peu retrouvé les bras ballants. Du coup, on a décidé de faire chacun notre petit album solo de notre côté, moi en Picardie et lui dans ma région natale et lui à l'île Maurice dans sa région natale aussi. Donc on a fait chacun notre petit truc. On se rejoindra sur un autre film, j'espère. Pierre Verne proposera de son côté un téléfilm pour Arte avec ce même ton, tout en proposant une chasse à l'homme vengeresse qui semble similaire avec le film du jour en solo de Delépine, Animal Totem. Un métrage proche de l'univers de ce duo, mais en même temps qui tente de nous présenter autre chose sur ce marcheur avec sa valise mystérieuse. Donc arrivera-t-il à nous proposer un road movie et un western rural captivant? C'est ce que nous allons voir maintenant. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé? Animal Totem est une longue épopée sur un homme qui se cherche tout en essayant d'attraper l'animal qui représente sa vie. Tout commence sur la présentation de Darius qui a perdu tous ses papiers, à part sa valise, et doit aller par ses propres moyens de l'aéroport de Beauvais à la Défense à pied. Là, on ne pourra pas dire qu'il fera trop d'empreintes carbone. Déjà, ce qui change du duo Pierre Verne et Delépine, c'est que là, Benoît a voulu faire une vraie proposition de cinéma avec des plans bien travaillés et un choix du cinémascope très bien entrepris. Ça peut sembler étrange au début quand tu as le fond noir en haut et en bas qui donne une impression d'aplatir l'image par rapport à d'autres films semblables. Bien au contraire, ça donne là une vraie contemplation de la nature lorsqu'on se centre sur ce voyageur impromptu où notre héros a un objectif à accomplir. Ce format-là, c'est génial dans le sens où une fois qu'on l'a choisi, déjà une fois qu'on l'a vu, on est tombé amoureux. Quand on cherche des idées de cadre, on s'éclate parce que ça change tout, quoi. Ça ouvre des perspectives énormes. Et donc c'est trop bon justement, tu disais, est-ce qu'on s'ennuie quand on est tout seul, mais pas pendant le tournage, on peut s'ennuyer un peu, après ou avant. Mais pendant le tournage, non, c'est pas possible parce que quand t'as une image comme ça, t'essayes de trouver des idées qui correspondent à ça et t'essayes de magnifier ce que tu es en train de voir grâce à ça. Donc entre ça et par exemple ça et la musique, c'était pas prévu dans le scénario de départ. C'est des énormes plus en fait. Puis je dis qu'il utilise plusieurs formats, car chose assez étonnante, c'est qu'il propose de donner un point de vue différent à chaque animal que croise notre protagoniste. De quoi ne faire qu'un avec la terre-mère et que tout ce qui l'entoure le scrute pour qu'on soit sûr qu'il atteigne son but. On voit l'être humain regardé par les animaux et du coup ça nous a poussé... J'avais 2 chefs opérateurs, donc Hugues Poulain pour l'image entre guillemets classique, l'image humaine. Le fidèle. Oui, voilà. Non, mais voilà, où on pouvait composer des plans magnifiques comme ça, mais aussi de Thomas Labouras, qui est un jeune chef opérateur du cinéma animalier, et qui lui ne s'occupait que de ça, que des regards subjectifs des animaux. Mais c'était chouette parce qu'il était un peu en parallèle du tournage lui-même. Quand il ne pouvait pas venir gêner le tournage, il s'isolait dans la campagne, et au moins il filmait par exemple des insectes, des plantes, des arbres, etc., etc. Et quand on avait fini, on lui faisait parfois rejouer les scènes, mais vues par un animal à chaque fois différent, et à nous, au montage de choisir ce qu'on allait mettre, quoi. Du coup, tous les deux, on a dû vraiment tenir compte de tout ça, de la place des yeux des animaux, du nombre de bâtonnets, des couleurs qui sont visibles ou pas, etc., en étudiant les bouquins en question, quoi. Et question plan bien travaillé, on voit qu'il donne une amplification des paysages lorsque ça se passe dans le monde rural et des plans plus serrés lorsqu'il arrive dans le monde urbanisé. Ça appuie cette impression de donner un conte moderne écologique sur ce voyage existentiel et philosophique. Ainsi, dès qu'il est proche de la nature, on a une ambiance mélancolique et poétique sur tout ce qui l'entoure. Comment cette drôle d'idée est-elle née ? Je m'adresse au réalisateur Benoît Delépine. Eh bien, non, écoutez, en fait, en ce qui concerne les longs métrages, une idée ne naît pas comme ça d'un coup. Ah, j'ai une idée, j'écris. Donc c'est vraiment une vie entière qui tout à coup arrive à se cristalliser en une seule histoire. Mais pour ça, il faut attendre de vivre certaines choses dans la vie. En l'occurrence, dans les 2 années précédentes qui
qui ont précédé l'écriture du scénario. Il se trouve qu'il y a une usine chimique qui menaçait de s'installer près de chez moi et que, du coup, je me suis dit, on a tout fait pour qu'elle ne s'installe pas, hein, c'est-à-dire manifestations, réunions d'observation, etc., et d'information surtout. Mais elle allait se faire. Je me disais, c'est un rouleau compresseur, on n'en arrivera jamais. Donc, il faut que je me venge de cette idée, de cette usine qui va s'installer en faisant un film un peu vengeance tout de même, l'air de rien. Et puis, heureusement, grâce à nos combats du collectif, on a réussi. L'usine ne s'est pas installée. Le bon sens l'a emporté. Mais mon film était déjà en route. Ensuite, dès qu'il s'en éloigne et qu'il s'approche de la ville, le ton change pour qu'on soit dans du pur western. La manière dont les cadres de chant contre chant soient très bien appuyés entre les dialogues laisse place à un début de duel. Preuve en est lorsqu'il arrive à sa cible première. C'est là qu'il me fait penser à un certain genre du western que j'ai un poil inventé et qui se nomme le western rural. C'est-à-dire qu'ils mettent en place certains moments du cinéma fordien dans le paysage agricole. Et que parfois, le récit se centre sur un homme de la nature qui fait face à des hommes de la ville pour protéger le pâturage ou la biodiversité. Et on peut dire que la protection se fait très radicalement, mais à sa manière. Oh my sweet Jesus. That's rad. Le film prend son temps, mais pas tant que ça. Les rencontres qu'il fait paraissent insolites, mais donnent plus d'indications sur ce qu'il est et amplifient son mystère, jusqu'à ce qu'on sache tout de son désir premier et de son identité à la toute fin du film. Il trace sa route. Il trace sa route. Alors c'est un film très paisible, mais de temps en temps, il y a une petite saute comme ça, il y a un petit indice, on se dit tiens, c'est quand même bizarre, il arrive à faire ça, tac, ah c'est bizarre, il arrive à faire ça, oh ah bon quand même, et puis à la fin, Ça aussi, ce qui est passionnant, c'est sa manière légère de présenter cette histoire et changer complètement de contraste lorsqu'on passe aux choses sérieuses. Rien qu'au costume et à la valise que garde Darius, ça lui offre quelque chose d'iconique. La tenue 3 pièces fait très James Bond et cette grosse mallette qui est comme un bras extensible peut faire penser à Monsieur Hulot qui ne lâche jamais son parapluie. Je voulais, c'est qu'il ait toujours sa valise comme ça un petit peu pour qu'il soit toujours identifiable, même pour les animaux, c'est-à-dire même un animal à moitié, moitié aveugle. Même dans l'obscurité la plus totale, on voit ce personnage qui, comme tel un bousier, tire une boulette. Ça, on peut dire que c'est une superbe arme de pointe. Et chose qui reste de son travail avec Carverne et aussi l'univers hollandais, c'est sa manière très radicale de critiquer le monde capitaliste tout en proposant une vraie fable écologique qui laisse place à une grande histoire universelle anticapitaliste et anti-bourgeoise contre les grands patrons. Vive la révolution! Et attention avec tes mots compliqués, tu vas encore perdre des gens et ils vont abandonner la vidéo. Si ça les dérange que je dise ce mot, ce sont eux le problème. Ensuite, on peut rajouter que dans une bonne partie de sa filmographie, le road movie est omniprésent. Ces personnages ont toujours besoin de voyager pour se reconnecter avec la nature et se re-questionner sur eux-mêmes. Donc on a des voyageurs en fauteuil roulant, puis ceux à moto, ou encore certains en voiture. Il y a toujours l'importance de la province, des petits villages, sur cette partie initiatique. Le simple fait que cette fois son héros n'utilise aucun véhicule pour terminer son voyage donne une approche bien plus profonde sur l'homme qui doit renouer avec ce qu'il détruit. Puis dans le casting, il y a beaucoup de comédiens locaux, comme dans beaucoup de films de Delépine. Mais aussi des petites têtes connues qui font une apparition pour rencontrer Darius. Donc on a Yolande Moreau qui fait une apparition en voix off, Jonas Tinal, Patrick Bouchitet, Pierre Lotin, Solène Rigaud et Olivier Rabourdin. Et bien sûr, vu que tout est centré sur lui, Samir Ghesmi nous offre encore une performance étonnante où il laisse place à la candeur de son protagoniste, même rêveur, dans son voyage où aucun événement négatif ne pourra l'empêcher d'accomplir son destin. Et dès qu'il arrive à ce destin prédestiné, tout de suite il change d'approche où, de son regard naïf, se cache un prédateur redoutable qui attrapera à pleines dents sa proie. Oui, cette conclusion ne fera pas plaisir à beaucoup de monde. Mais malgré tout, vu que c'est compté comme dans un conte, ça passe. L'aspect un peu lunaire, évaporé comme ça, on peut se dire qu'il n'est pas sérieux, mais c'est extrêmement sérieux ce qu'il a à faire et ce qu'il va devoir faire. Et on va comprendre l'utilité de sa mission qui est plus qu'indispensable. Et les animaux tout autour l'ont compris en fait. Il est en connexion avec. Et il va faire quelque chose. C'est un héros des temps modernes en fait. Il va sauver le monde. Puis, pour ce qui est de la BO du film, Sébastien Tellier, qui a déjà travaillé avec lui pour Saint-Amour, nous y dévoile de façon atmosphérique cette vision métaphorique dans la musique sur le lien entre l'homme et la terre. On a là une béatitude poétique. Ensuite, il change de registre pour aller sur quelque chose de nerveux, de westernien, lorsqu'on s'approche de la confrontation. Ce qu'il y a de génial aussi, c'est quand on reçoit le film vierge de musique.
et qu'on se dit que là, tout est possible. En plus, comme Benoît, Animal Totem, c'est un film très libre, et d'ailleurs comme tous ces films, j'ai l'impression que je peux tout me permettre. Il y a pas d'interdit. Donc, je me sens hyper libre. Donc, ça me galvanise pour encore essayer plus de trucs. Un flûtiste que je connais pas, ça peut être tout, n'importe quoi, les percussions, et tout. Donc, c'est vraiment un truc de découverte qui est très, très excitant, en fait. Pour le coup, effectivement, Sébastien Tellier, la bande originale, elle est vraiment géniale. Elle est formidable. Et justement, elle est compétitive avec la nature elle-même, avec le silence de la nature, avec le chant des oiseaux, etc. Non seulement elle est compétitive, mais elle se confond avec elle. Et je trouve qu'il a réussi un exploit absolu. Ouais, je suis d'accord. Avec sa musique. Ça ne surligne pas, ça accompagne. C'est hyper beau. Tout va très bien ensemble. Et enfin, le titre Animal Totem entreprend deux choses. Au premier coup d'œil, on a le but initial de notre héros qui doit aller là où il doit accomplir son devoir, et de l'autre, on a une recherche initiatique de son animal intérieur. Et le mot totem sera montré de façon différente entre deux domaines qui s'opposent. Car au fond de nous, on a tous un animal totem qui retranscrit ce que nous sommes vraiment pour le meilleur. Un magnifique voyage qui ne laissera personne indifférent. Une fable écologique qui laisse place à une paix de l'âme. Sur ce, je vous dis à la prochaine et je bonimensionne les films que vous oubliez de mentionner. Vous êtes chasseur. Le business et la chasse, c'est pratiquement la même chose. Vous ne pouvez pas savoir à quel point. Mon camouflage, c'est ce costume. J'ai avancé contre le vent, je vous ai suivi, je vous ai pisté. Maintenant, c'est l'instant de vérité. Ah, c'est pas très logique votre truc là, sur votre vélo, il y a écrit « Je sauve le monde ». T'as mal lu, il y a marqué « Je sauve mon monde ». Pas question de sauver les enfoirés.